pour le petit résumé de ces 2 années. C'est vrai que ça fait déjà 2 ans que Proton est sorti des tiroirs de Valve et de Codeweavers. Pour en faire le bilan, je vais commencer par un petit passage sur les chiffres en séparant la liste blanche de ProtonDB et on va voir que c'est quand même assez impressionnant. Alors ce détour pourrait paraître peut-être un peu superflu dans la mesure où la qualité de la plateforme se jauge plutôt à la qualité des titres, mais on a tellement reproché à Linux de manquer de jeu, d'être coincé dans un cercle vicieux, que ça permet cette fois de vraiment balayer l'argument. Le nombre de jeux fonctionnants a vraiment suivi une courbe exponentielle, même si, comme au début, la liste blanche est toujours un petit peu à la traîne. On le voit ici, cette liste blanche contient désormais environ 170 jeux. On peut la retrouver sur SteamDB. C'est assez curieux, mais Valve semble un peu cacher l'information, ou en tout cas ne pas la mettre en avant, et aucune page officielle n'a été créée jusqu'ici. On ne trouve pas non plus d'indications sur les pages du magasin, c'est-à-dire si vous cliquez par exemple sur la page de Doom, qui est un jeu qui a tendance à bien tourner, voire même mieux que sur Windows, eh bien vous ne verrez que l'icône Windows, et en aucun cas une icône SteamPlay, et encore moins Linux ou SteamOS. J'ai mis ici quelques jeux en vignette, on voit qu'on va trouver à la fois des gros morceaux comme Doom, Wolfenstein, Nier Automata, mais aussi de l'indépendant. Alors on n'est pas sur de l'indé complètement obscur, vous connaissez sans doute tous Cuphead, un jeu de plateforme plutôt radical qui est très apprécié des fabricants de manettes, vu que vous risquez quand même d'en passer un lot par la fenêtre la plus proche, ça coûte moins cher qu'un psy, puis en dématérialisé c'est vrai qu'on peut même pas s'en prendre à la boîte du jeu. Alors c'est un jeu qui a fait un peu le buzz il y a 2-3 ans et qui présente quand même 96% de notes positives sur Steam sur 50 000 notes. Peut-être moins connu mais pourtant encore mieux noté que Cuphead, Katana Zero, jeu de plateforme également. Alors à l'image de Hotline Miami, vous subissez des morts subites, non pas que vous subissiez la bière, c'est la mort subite, c'est-à-dire vous n'avez pas de barre de vie. Faut vraiment croire que les joueurs sur Steam sont un peu maso, puisque Katana Zero atteint quant à lui 98% de notes positives en moyenne sur 26 000 notes. On peut dire que ces 2 exemples illustrent bien la situation, c'est vraiment pas un hasard si dans le top 100 Steam, la majorité des jeux sont jouables sur Linux entre les jeux natifs et les jeux Proton. Alors par contre, la liste blanche n'a pas complètement explosé comme on aurait pu s'y attendre. C'est vrai qu'on deviendrait désormais difficile sur la quantité, et c'est aussi vrai que 170 jeux comparé à tout ce qui fonctionne sous Proton, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Alors justement, si on bascule maintenant sur ProtonDB, liste non officielle, on voit qu'il y a environ 11 000 jeux qui tournent sur 14 000 testés. Ça commence vraiment à faire du chiffre. Alors ce sont des jeux qui ont au moins un rapport Platinum. C'est une donnée qui peut sembler peut-être un peu fragile, mais l'ordre de grandeur reste quand même énorme. Un petit mot rapide sur les notations ProtonDB qui désormais mélange les notations standards avec du OR+, et du OR++. Simplement OR+, inclut les jeux OR et Platine, donc c'est une métrique qui ne concerne que les jeux Proton, alors que OR++ inclut aussi les jeux natifs et donne donc l'état global du jeu sur Linux. On voit que même en se limitant au titre Platinum, c'est-à-dire qui fonctionne parfaitement, on en est quand même à 6000 titres. On peut donc dire que le problème du nombre semble désormais résolu. On en arrive à la question des performances, question qui bien sûr taraude tous les joueurs, puisque maintenant qu'il y a des jeux à la tonne, la vraie question, ou plutôt la fausse question, même le faux problème, c'est ça tourne peut-être sur ton Linux, mais les perfs sont à la ramasse. Et c'est vrai que la finalité, c'est pas tant d'avoir un jeu qui tourne bien que de pouvoir ridiculiser le voisin avec sa config. Les performances des jeux sur Linux en règle générale et de Proton en particulier vont dépendre quand même de pas mal de paramètres. C'est donc difficile de tirer des conclusions définitives. Le paramètre le plus évident peut-être, c'est que le moteur du jeu sera écrit soit via Direct3D, la norme depuis Windows, soit Vulkan. Dans le cas de Direct3D, un intermédiaire supplémentaire de traduction sera nécessaire, par exemple DXVK pour les jeux Direct3D 9, 10 et 11 ou VKD3D pour DirectX 12. Le système est devenu très efficace, c'est vrai, mais reste quand même une couche supplémentaire, ce qui peut éventuellement faire baisser les performances. Si par contre le jeu repose sur Vulkan, eh bien d'abord on peut dire que c'est quand même dommage de ne pas avoir de version native.
La raison souvent invoquée n'est d'ailleurs pas tant le surcoût de développement que le suivi des bugs, c'est-à-dire finalement le SAV. Les développeurs de Rust ou de Trine ont déjà évoqué le sujet. Malgré tout, il n'y a plus cette conversion depuis Direct3D à faire, et les performances sous Proton sont d'autant améliorées. Enfin, les performances dépendent évidemment du matériel et des pilotes utilisés. Les pilotes AMD sont devenus aujourd'hui très performants, voire même plus que sur Windows, alors que du côté Nvidia, on peut dire que c'est à peu près à parité. Par défaut, si vous êtes un joueur, vous devriez tourner avec les pilotes Nvidia propriétaires, et à l'inverse, avec les pilotes libres communautaires pour AMD. Pour résumer la situation, voici un petit schéma impossible à comprendre, mais qui a le mérite de montrer que les différentes combinaisons possibles peuvent quand même mener à pas mal de cas différents. Et c'est vrai qu'effectuer une bonne comparaison par benchmark, c'est quelque chose qui n'est déjà pas évident en soi, mais on voit en plus ici que le nombre de combinaisons possibles complique encore cette affaire. En guise de conclusion, on peut dire qu'il est impossible de conclure définitivement, c'est au cas par cas, jeu par jeu, matériel par matériel et même pilote par pilote. Ceci étant dit, on peut quand même heureusement dégager quelques tendances à l'aide de benchmark. Il y a d'ailleurs un outil sympa qui est sorti qui s'appelle Mango HUD, qui est trouvable sur GitHub. C'est un système qui permet de suivre différents paramètres de performance, comme les FPS bien sûr, mais aussi le temps de rendu par image, le frame time, la température ou encore la charge CPU-GPU. On va commencer par les jeux Vulkan, avec ici Doom Eternal sur Nvidia. C'est un jeu qui est noté or sur ProtonDB. Alors pourquoi Doom? Bien d'abord parce que c'est un jeu quand même emblématique, c'est une grosse franchise, et puis c'est un jeu qui est assez demandeur au niveau de la machine. En bref, Doom est un gros jeu dans tous les sens du terme, d'ailleurs la taille des flingues a un côté un petit peu freudien dans ce jeu. Et puis en plus Doom va aussi nous permettre de reparler des limites de Proton dans quelques minutes. On voit que les performances sont supérieures sur toutes les métriques, avec par exemple ici plus 6% sur la moyenne des FPS. Je mentionne ensuite à la marge le cas de Detroit Become Human, qui affiche des gains de performance assez similaires, avec plus 7% en moyenne sur les FPS. Pourquoi la marge? Eh bien parce que c'est un jeu qui nécessite actuellement une version patchée de Wine, et les rapports de ProtonDB semblent indiquer quelques petits problèmes de stabilité. Par contre, point intéressant, ce jeu a la particularité de n'avoir tel Ariane qu'un moteur Vulkan. La raison est un petit peu obscure. Comme il s'agit d'une ancienne exclue PS4, certains disent que ce serait lié à la proximité de l'API graphique de Sony avec Vulkan, ce qui est un peu douteux. Ou encore que le jeu pourrait débarquer sur Stadia, le système de streaming de Google basé sur Linux Debian. Si cette rumeur est vraie, cela donne un exemple d'effet bénéfique plutôt inattendu pour Linux grâce à Stadia, puisque même si la version Stadia n'est pas distribuée pour Linux, la version Proton est améliorée grâce au rendu via Vulkan. On voit également que les performances sont au-dessus de Windows sur tous les paramètres, plus 7% sur les FPS, mais aussi un meilleur graphe sur les temps de rendu par image et sur la charge CPU. D'une façon plus surprenante, des jeux DirectX peuvent aussi mieux tourner sur Proton que sur Windows. On trouve dans cette catégorie World of Warcraft, Red Dead Redemption 2 ou encore A Hat in Time. Alors A Hat in Time c'est un jeu danois, information peut-être directement pas très utile, et qui par rapport à Doom est à l'autre bout du spectre, aussi bien au niveau de la technique, ça se voit tout de suite, que de l'ambiance, c'est tout à fait mignon et bon enfant dans l'esprit par exemple de Spyro ou de Psychonaut. Et à moins d'avoir des problèmes il n'y a vraiment rien de freudien dans ce jeu. Alors c'est un jeu qui présente des différences de performance importantes par rapport à Windows, avec des performances supérieures de 20 à 30%. Point intéressant, la version Wine DXVK tourne également mieux que Windows DXVK, et le graphe des temps de rendu par image montre une expérience qui est beaucoup plus lisse en termes de rendu que la version standard de Wine. Alors ces performances sont largement assurées par la progression de DXVK, et si on observe ici une moyenne sur 3 jeux, avec les versions successives de DXVK, on arrive quand même à une progression de l'ordre de 20 à 25%, alors même que DXVK était déjà largement plus efficace que les implémentations de Wine. On voit que grâce à ces gains de performance, il y a toute une catégorie de jeux tournant mieux sur Proton que sur Windows qui a pu émerger, ce qui reste quand même toujours étonnant. Alors c'est évidemment très positif, et ça n'augure que des lendemains vidéoludiques plutôt chantants sur Linux,
Mais il faut bien sûr rappeler qu'il faudra en moyenne encore s'attendre à un léger retrait des performances de 5, 10, voire parfois 15%. Et dans les jeux qui ne sont pas notés platine, par exemple bronze ou argent, la différence peut parfois être plus importante. Pour terminer, il faut quand même parler au moins brièvement des jeux natifs, puisqu'a priori ce sont quand même les versions natives qui devraient présenter les meilleures performances, ou en tout cas les jeux natifs qui ont été un minimum optimisés pour Linux. Et c'est le cas des portages récents de Feral Interactive, mais aussi de leurs portages plus anciens, enfin en tout cas certains portages, car Feral n'hésite pas à revenir sur d'anciennes versions afin de les améliorer. Si on compare les derniers jeux Feral à leur pendant Proton, on constate que les jeux natifs sont en général au-dessus de la version Proton. Shadow of Mordor fait partie de ces anciens titres qui ont été revus et corrigés. Il faut dire que le portage a quand même été longtemps à la traîne, tournant particulièrement mal. D'ailleurs, dans un dossier qui manquait sans doute un peu de nuances, notamment des affirmations un peu bizarres sur les pilotes graphiques, et puis sans doute un petit peu de mauvaise foi, Canard PC avait utilisé ce jeu pour illustrer les performances sur SteamOS Linux. Alors quand je parle de mauvaise foi, c'est pas totalement gratuit, parce qu'en fait c'était difficile d'ignorer que c'était un portage qui était particulièrement en retrait, on parle quand même de moins 40% par rapport à la version Windows, et puis surtout le seul bilan chiffré de l'article reposait uniquement sur ce jeu. Il semblerait que sur 2000 jeux disponibles à l'époque, les journalistes de Canard PC n'aient trouvé que celui-ci disposant d'un benchmark. Bref, ça n'est pas très important en soi, mais ça explique aussi comment peuvent persister des rumeurs sur Linux. En tout cas, le problème a été corrigé depuis, les jeux portés par Feral sont désormais au moins à parité avec la version Windows. Et si on revient à notre sujet, cette version est également au-dessus de la version Proton. Les deux derniers Tomb Raider ont aussi une version Vulkan, comme je l'avais annoncé dans les précédentes vidéos, les performances sont aussi au rendez-vous. On le voit ici avec Shadow of the Tomb Raider qui est au-dessus de la version Proton et également au-dessus de la version Windows DirectX 11 avec environ plus 15%. A l'inverse, on voit que VKD 3D a encore un petit peu de chemin à parcourir. En tout cas, on comprend bien que la rumeur qui voudrait que les versions Proton soient systématiquement au-dessus des versions natives est quand même particulièrement à nuancer. Alors pourquoi cette rumeur existe ? Parce qu'effectivement il y a quand même un minimum de fondement. Eh bien simplement les anciens jeux natifs sont handicapés par les limites d'OpenGL au moins à l'époque, notamment une certaine difficulté concernant le multithreading. Et puis on peut aussi parler des portages faits à l'arrache, il y en a quand même eu quelques-uns. La version Proton, quant à elle, elle est limitée évidemment par la surcouche de traduction, mais même dans le cas Vulkan, par le fait qu'il n'y a pas d'optimisation faite spécifiquement pour cette version entre guillemets Linux, les développeurs ne ciblant pas la version Linux lors de la phase de développement, ce qui explique en partie pourquoi les versions natives Vulkan finalement restent au-dessus du lot. Alors on va terminer avec l'impact possible mais aussi les limites de toutes ces évolutions puisqu'il faut bien qu'il y ait quelques bémols à ce panégyrique. La situation semble donc en effet très positive du côté des performances et de la quantité comme on l'a vu, mais Proton souffrait d'autres limites, par exemple les DRM, les systèmes anti-triche ou encore la gestion multimédia propriétaire qui faisait que dans le meilleur des cas vous ne voyez pas les vidéos et puis dans le pire des cas ça bloquait complètement le jeu. Et si on commence avec le plus ennuyeux, les DRM et les systèmes anti-triche, on a par exemple Denuvo qui a fait parler de lui récemment avec Doom Eternal, comme je l'évoquais il y a quelques minutes. Alors pour Denuvo, il faut quand même distinguer leur système anti-triche du DRM lui-même. Du côté du DRM, il semble que ça ne soit plus un problème insurmontable pour Proton, puisqu'avec les versions récentes de Proton et Denuvo, il y a vraiment beaucoup de jeux qui fonctionnent. De plus, il y a une tendance qui semble un peu émerger, utiliser le DRM comme un retardateur de flamme, c'est-à-dire que le produit est lancé avec le DRM, et puis il est retiré quand une version pirate circule, puisque à ce moment-là, le DRM ne sert plus à rien, à part évidemment emmerder les joueurs. Du côté du dénouveau anti-triche, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, Doom Eternal s'est retrouvé affublé de ce système, et cette version a cessé de fonctionner sur Proton. L'affaire a particulièrement fait enrager les joueurs car le système a été installé après la sortie du jeu lors de la première mise à jour. C'est vrai que c'est toujours sympa d'acheter un jeu sans ces blobs dégueulasses pour les voir revenir rampant comme des zombies 3 semaines plus tard. Bon, globalement le jeu s'est pris une rétroaction assez violente, un bon retour de flamme dans les notations comme on peut le voir ici sur les avis Steam.
Issue positive à cette affaire, ID Software a d'abord agi rapidement sur Reddit pour annoncer le retrait pur et simple de Denuvo, preuve que leur stratégie n'est pas très carrée, c'est pas le DRM de Pythagore. Et puis surtout, Michel Grechitchev, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ingé logiciel et directeur produit chez Denuvo, est même intervenu sur le GitHub de Proton pour promettre que le système fonctionnerait bientôt sur Wine et Proton, bien au-delà de Doom Eternal. Ça veut donc dire qu'il s'intéresse au sujet et que ça devrait se débloquer dans un avenir plus ou moins lointain. Pour une fois, on espère que ce sera moins que plus. Alors, évidemment, il n'y a pas que Denuvo comme système anti-triche. Parmi les systèmes populaires, on trouve aussi EAC, qui signifie simplement Easy Anti-Cheat. Il faut d'abord rappeler que EAC fonctionne en natif, un autre avantage, si on peut dire, des jeux développés spécifiquement pour Linux. Par contre, c'est plus compliqué pour Proton, qui est détecté comme un système qui cherche à truander le jeu. Il y a pourtant eu récemment de gros progrès, les développeurs ont réussi à faire fonctionner plusieurs jeux avec EAC, comme Apex Legends, For Honor, Paladin, Halo, Rust ou encore Dead by Daylight. Il faut préciser qu'il s'agit bien ici de modifier Wine Proton pour le faire accepter par EAC, et non pas de court-circuiter le système de protection, ce qui serait une solution peu fiable et peu durable. Malheureusement, certains jeux ont cessé de fonctionner à la première mise à jour, pas de chance, et puis attention, il y a toujours un risque d'être exclu, banni du jeu, mais il semblerait que ce ne soit plus qu'une question de temps pour régler le problème. La plus mauvaise nouvelle vient du côté de Patolai, tout semble au point mort, et la société a même l'air d'être particulièrement zélée avec les joueurs Linux. Bon, il faut aussi dire que virer des joueurs Linux, c'est facile, et puis ça augmente artificiellement les stats. Bref, c'est pas très honnête de la part de la société, mais ça gonfle gratuitement leurs chiffres. On voit ici que ça concerne quand même quelques gros titres, comme Arma, DayZ, les très dispensables jeux d'arène avec PUBG ou Fortnite. Il me semble même que Fortnite mélange deux systèmes anti-triche, EAC en plus de BattleEye. On pourrait encore citer Conan Exile, Escape from Tarkov, etc. Vous voilà prévenu, pour l'instant ça ne fonctionnera pas sur Linux. Enfin, on va terminer avec une bonne nouvelle du côté de la gestion multimédia propriétaire, la Media Foundation de Microsoft. Le problème semble totalement résolu. Pas mal de jeux avaient en effet des problèmes soit de plantage-blocage, soit de scènes vidéo coupées, comme Spyro, Resident Evil, Street Fighter V, Deep Rock Galactic. Un patch permettait déjà de s'affranchir du problème, et les futures versions de Proton devraient l'inclure en standard, ça devrait donc être bientôt utilisable de façon totalement transparente. Il faut savoir aussi que tout cela est déjà inclus par Proton GE, Glorious Eggroll, littéralement le Name Glorieux, c'est le nom du créateur, enfin son pseudo, enfin j'espère que c'est son pseudo. C'est un Proton communautaire un peu en avance sur celui de Valve, qui s'installe facilement. Pour installer Proton Glorious Eggroll, simplement copier l'archive téléchargée sur GitHub, à l'adresse qui devrait être indiquée dans la description, et puis placer ce dossier dans le dossier Compatibility Tools, au besoin, créez-le, et puis enfin relancer simplement Steam. Hormis la hausse hallucinante du nombre de jeux jouables facilement sur Linux, on a pu observer aussi une hausse des utilisateurs Linux sur différents segments comme le bureau, Steam ou encore les suiveurs du sous-reddit Linux Gaming. Alors vous avez peut-être entendu parler de la hausse assez forte de Linux sur le bureau ces derniers mois. Je vais passer rapidement dessus car il est en fait difficile d'en tirer de vraies informations. Alors la part de marché vivotait autour de 2% dans les mois précédents, mais semble avoir soudainement grimpé d'un point pour tourner aujourd'hui autour des 3%. On a d'ailleurs dépassé les 3% en mai, avec une confirmation et même un pic à 3,6 en juin puis juillet. Alors j'en entends qui rigolent au fond de la salle, et c'est vrai que les chiffres restent quand même modestes, mais cela reste le plus haut jamais atteint avec une hausse consécutive sur plusieurs mois, ce qui n'était jamais arrivé dans cette amplitude. Notons que ces chiffres excluent Chrome OS, et je parle de Chrome OS car Steam devrait bientôt y être disponible, et que c'est un vrai Linux, enfin tout du moins toujours plus qu'Android. Alors plusieurs explications ont été avancées, toutes plus audacieuses les unes que les autres. D'abord évidemment celle liée aux événements, le confinement, vu la concordance des dates. Les gens obligés d'utiliser Windows au boulot peuvent en effet utiliser chez eux ce qu'ils veulent, donc pourquoi pas un Linux. Ou encore simplement, les utilisateurs ont eu plus de temps pour justement se lancer dans une installation, tester Linux pour voir s'il correspond
à leurs besoins. Dans le cadre de cette vidéo, on pourrait éventuellement avancer un effet Proton. D'autres ont également parlé d'un effet Raspberry, auquel on ne pense pas souvent parce que le système est basé sur un processeur ARM. Mais alors pourquoi ce se serait produit maintenant, on ne sait pas trop. Enfin, d'autres avancent une erreur net market share, donc prudence, prudence, rendez-vous dans quelques mois pour voir si cette tendance se confirme. Au niveau des statistiques, Steam, elle semble progresser lentement. Le problème, c'est qu'il est difficile d'avoir les stats complètes car Valve ne communique pas clairement sur le sujet. La base de calcul, notamment, varie, utilisant une fois le total, une fois les joueurs simultanés ou encore les joueurs actifs dans le mois. En valeur absolue, Steam a dépassé le milliard de comptes, mais entre les comptes morts, les doublons, les comptes asiatiques inutilisés liés à PUBG, le chiffre n'est quand même pas très utile. Par contre, en 2012, il y avait environ 5 millions d'utilisateurs simultanés contre 18 en 2018 et presque 25 en 2020. Le nombre d'utilisateurs Linux a donc sans doute largement augmenté depuis, d'après ces stats, mais il est difficile de déduire le nombre de joueurs Linux total. D'après les utilisateurs actifs dans le mois, chiffre qui est cette fois communiqué par Valve, on peut dire qu'il y a environ 95 millions x 0,89%, soit environ 850 000 joueurs Linux actifs dans le mois, et que cette tendance est à la hausse, modérée mais constante. On peut enfin jauger l'intérêt des joueurs via le nombre d'inscrits sur le sous-forum Linux Gaming sur Reddit. Ce sous-forum ne cesse de grandir et les chiffres journaliers en plus sont facilement accessibles. Sachant que Proton est disponible depuis août 2018, on peut faire un ajustement à l'aide des données avant Proton afin de dégager une tendance sans Proton sur ces 2 dernières années. Et puis ensuite, on peut essayer de comparer avec la courbe actuelle, les vraies données, et voir si un écart s'est dessiné. Et il semble en effet que la hausse des inscriptions s'est un peu accélérée depuis Proton, se traduisant en août 2020 par environ 25% d'inscrits en plus par rapport à la tendance qui elle-même est déjà en hausse. D'ailleurs, on devrait peut-être plutôt parler de suiveurs en plus, car on peut facilement se désabonner, ce qui rend la métrique plus fiable qu'un nombre d'inscrits. Alors pour confirmer la théorie, on ne va pas s'emballer une nouvelle fois. Encore une fois, il va falloir attendre quelques mois, voire quelques années, pour voir si cette tendance se confirme. Finalement, on arrive au bout de cette vidéo. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut conclure, c'est que Valve a donc clairement réussi le pari de la quantité, de la qualité, des performances avec Proton. Il va maintenant falloir attendre quelques temps avant de voir si cela se traduit par une hausse suffisante des joueurs Linux qui pourrait peut-être entraîner un déclic du côté des développeurs et donc une hausse du développement natif qui, on l'a vu, serait encore plus performant que Proton. Rendez-vous peut-être dans 24 mois pour un nouveau bilan et j'espère peut-être un peu avant pour des sujets un peu plus variés.